Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du lundi 12 décembre avec Bertrand Perrier, avocat, auteur du livre Débattre aux éditions Flammarion. Bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Alors, vous l'avez fait. Alors, Bertrand Perrier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous trouver. Donc, vous êtes avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et à HEC. J'espère que vous n'êtes pas trop... Les transgenres, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes à Sciences Po Paris. Non, alors je crois que l'affaire a été effectivement montée, un peu hystérisée. C'est bien d'ailleurs le signe de notre incapacité à nous débattre qui est précisément l'objet de notre livre. C'est que toute controverse devient l'objet d'une hystérie collective qui ne permet pas de vivre ensemble en réalité. On est complètement crispé sur nos identités. Et le débat, c'est la liberté et vivre ensemble, vous avez raison. Vous avez écrit donc ce livre, je dois dire, au début je me disais, mais de quoi vont-ils parler? Eh bien, ils ont parlé avec Guillaume Prigent, qui est délégué général du Club des juristes, un think tank de droit, et qui est aussi à Sciences Po, comme vous, et à l'école de guerre. Alors, débattre, on se dit, oui, débattre, mais on ne fait que ça. On ne fait que ça, les télés, les radios, les gens, les bistrots, ils débattent. Mais quand vous lisez ce livre, que je recommande vraiment, c'est que débattre, c'est beaucoup... Vous savez, l'amour, c'est... Jacques Chardin disait, l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Eh ben, débattre, le débat, c'est beaucoup plus que le débat. Guillaume Prigent. C'est-à-dire que le débat, en fait, il faut le dire, le vrai débat, s'il n'est pas remplacé par les slogans, les contentions, et surtout s'il n'est pas remplacé par cette espèce d'incroyable, je dirais, et d'hystérique fumisterie qui consiste à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne débat pas avec vous, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. On va en parler. Alors, Guillaume Prigent, en fait, il faut rappeler, c'est quoi le débat, au sens vrai du terme? Le débat, c'est justement pas la confrontation d'idées arrêtées. C'est la capacité à changer d'avis, à confronter ses idées avec celles d'un autre, que l'on reconnaît comme son égal, et la quête de la vérité. Je crois qu'au fond, le débat, c'est d'abord accepter d'avoir tort. Et je crois que ce livre, c'est vraiment une façon, un manuel pour accepter d'avoir tort, pour accepter d'être en désaccord. Vous voulez dire que le débat ne peut pas se faire entre personnes qui sont persuadées de détenir la vérité révélée et qui considèrent l'autre en fait comme leur ennemi? Alors, en réalité, vous avez deux types de débats. Vous avez le débat entre deux débatteurs qui vont s'affronter, mais non pas s'affronter au sens physique, mais confronter leurs idées entre eux pour s'assurer de ce qu'ils ont raison ou pas et qui acceptent d'avoir tort. Et puis vous avez le débat qui est un peu comme le débat politique où deux personnes débattent, mais non pas entre elles deux, mais à destination d'un tiers. Dans le débat d'entre-deux tours, vous imaginez pas évidemment l'un des deux débatteurs dire à l'autre, oui finalement vous avez absolument raison. Non, ça c'est pas un débat, c'est un débat entre deux personnes qui vont chercher toutes les deux à convaincre un tiers. Donc vous avez ces deux formes de débat. Oui, alors, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas trop souvent, j'espère pas chez nous à Sud Radio, mais enfin trop souvent, un débat entre gens qui parlent évidemment pour un tiers, le tiers étant l'auditeur ou le téléspectateur. C'est-à-dire que je ne cherche pas en fait à débattre, l'autre je sais où il est, mais je vais essayer de convaincre les gens qui m'écoutent ou me voient. Oui, mais ça n'est pas un mauvais débat qu'un débat dont le destinataire n'est pas parmi les débatteurs. C'est intéressant aussi d'avoir une confrontation d'idées pour se faire son idée à soi. Et à ce moment-là, celui qui doit avoir des idées malléables, c'est l'auditeur. Et donc les deux personnes qui vont débattre peuvent chercher l'une et l'autre. Après, il faut qu'elles le fassent avec bonne foi. Parce que là aussi, on a une condition du débat qu'on a trop perdue, c'est la bonne foi. Aujourd'hui, c'est le règne des fake news, vous le savez bien, où on a des post-vérités. Finalement, on n'a aucun souci de la vérité. Tout est bon pour gagner. Un débat, ça ne se gagne pas. On gagne ensemble ou on perd ensemble. On a fait un bon débat ou on a fait un mauvais débat. Oui, mais alors justement, comment arriver? Parce que on s'est un peu perdu là-dessus. Moi, je ne dis pas c'était mieux avant ou pas mieux avant. Évidemment, la mauvaise foi existe partout. Les grands polémistes, d'ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée nationale, quand on regarde dans les riches heures de l'Assemblée nationale, quand ils n'étaient pas encore tous des Playmobil, il y avait de véritables débats. Mais le débat, est-ce que ça ne demande pas quand même une certaine culture, non pas culture littéraire, voilà, une culture, une maîtrise de soi, même si on est extrême, c'est-à-dire qu'on est
à un moment donné, on peut penser contre soi-même. On a l'impression que ça n'existe plus, ça. Oui, bien sûr, mais parce que, comme vous l'avez dit, André, en fait, ce sont des Playmobil. Et ils ne véhiculent pas une pensée qui est la leur. C'est ça qui fait que le débat politique n'est plus un débat politique, parce que on n'accepte pas la singularité. Les grands débatteurs du passé, on écoutait en 2 minutes, on avait compris qui c'était. C'était des individus, c'était des singularités. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne font que réciter et relayer des éléments de langage voilà. appris ailleurs, parce que on est dans une discipline de parti, parce qu'on est dans une conformité idéologique, et que la moindre variation peut vous coûter une investiture, un poste, etc. Et donc, quand on ne véhicule pas sa propre pensée, par hypothèse, on ne peut pas en changer, puisque c'est même pas la mienne. Je n'en suis que le relais. Et donc, là où je peux changer d'opinion, c'est parce que c'est la mienne. C'est moi qui pense. C'est mon individualité. Et je regrette aussi que les grands orateurs du passé, ceux qu'on reconnaissait immédiatement par un grain de voix, par une formulation, par une gouaille parfois, on les a plus vraiment, parce que on a effectivement des gens qui n'ont qu'une seule obsession, c'est d'être dans une discipline idéologique. C'est ça. Et qui ont un programme comme une espèce de logiciel qu'on leur a donné et qui répercute, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ça a aussi des avantages. C'est que on a des disciplines, on a une idéologie collective, mais c'est vrai qu'on a un peu perdu ce goût de la disputatio. Vous savez, au Moyen-Âge, on organisait des disputatio. C'est joli le mot. On se disputait, mais au ouais. vrai sens. C'est-à-dire que on prenait un texte, et alors c'était un travail un peu universitaire, mais il y en avait un qui prenait le pour, l'autre qui prenait le contre, et là où c'est très important, c'est que il y avait un professeur derrière qui donnait une solution au débat. Ah oui, au débat, ouais. Et c'est ça aussi dont on manque, je crois, c'est l'expertise. Le débat, c'est pas débattre de tout et n'importe quoi avec qui et n'importe qui. Pour débattre, il faut quand même que l'on se mette d'accord sur un certain nombre de faits, un certain nombre de données, sur lesquels on peut ensuite ne pas être d'accord. Mais si on n'est même pas d'accord sur l'objet du débat, eh bien, le débat n'est plus possible. Et quand vous voyez des gens qui n'ont aucun souci de la vérité et qui mentent, mais effrontément, mais le débat n'est plus possible. C'est comme un chien dans un jeu de quilles. Vous parlez d'or, Guillaume Prigent, de ce point de vue-là, parce que effectivement, comment peut y avoir de débat? Moi, je suis très frappé, je ne suis pas le seul, des milliers d'auditeurs nous le disent, quand ils entendent des gens qui visiblement ne savent absolument rien, et qui professent, qui sont spécialistes de tout, vous savez. Ah oui, mais c'est les fameux toutologues. Les toutologues. Et il y a des toutologues, je suis spécialiste de tout, et vous avez des gens qui parlent un jour de l'Ukraine, le lendemain de l'inflation, le troisième jour de la Coupe du Monde, du Covid, et ça c'est terrible, parce que vous savez, avec mon co-auteur, notre obsession, c'est de dire que dans le débat, il faut 3 choses. Il faut du temps. On peut pas débattre en 240 caractères. C'est pas possible. Et on pourra revenir sur le rôle des réseaux sociaux, mais c'est vrai que le temps, c'est important. La bonne foi, c'est important. Et l'expertise, c'est important. Ce sont pour nous les 3 piliers du débat. Temps, bonne foi. Parce que vous savez, quelquefois, vous avez des débats aussi à la télévision, à la radio, d'1 heure, qui ne veulent rien dire. Oui, c'est ça. Qui n'apportent rien. Exactement. Mais parce que parfois, les débatteurs ne s'écoutent pas. Il y a aussi ça, c'est très important. C'est accepter de s'écouter l'un l'autre, de se respecter l'un l'autre. Alors, c'est vrai qu'on vit dans une société du respect, de la tolérance. Pour nous, avec Guillaume, on n'est pas très fan de ces 2 mots de respect et de tolérance, parce que on considère que c'est un peu un débat à minima. Je te respecte, tu voudrais pas en plus que je te parle. Je te tolère, tu voudrais pas en plus qu'on débatte. Bah si, justement. La tolérance, c'est un peu l'échec du débat. Je te tolère, t'es dans ton coin, laisse-moi dans le mien, et on vit dans des silos séparés. Vous savez ce que disait Paul Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Hein. Bien sûr. Mais vous savez, tolérer, on dit l'édit de tolérance pour dire l'édit de Nantes, pour les protestants. Mais quand on disait la tolérance, c'est-à-dire que les catholiques ne reconnaissaient pas que les protestants avaient raison. Simplement, ils acceptaient de vivre ensemble. Voilà, ils laissaient les vivre. Et au moins, ça évitait que, en fait, débattre, c'est le contraire de se battre. Et c'est pour ça que c'est si important de savoir débattre. Alors, nous allons continuer à débattre, et débattre aussi avec vous, auditeurs de Sud Radio, avec Guillaume Prigent, avec ce livre, encore une fois, que je vous recommande, Débattre, comment nous reparler, parce qu'effectivement, quelquefois, on a oublié de se parler. C'est aux éditions Flammarion. Et pour participer à la discussion ou au débat, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Un livre remarquable, débattre comment nous reparler. C'est ce qu'on fait, nous, vous savez, aux éditions Flammarion. Et je tiens à dire que je ne suis pas avec l'hologramme de Guillaume Prigent, qui ne pouvait hélas pas venir, mais je suis avec Bertrand Perrier. D'ailleurs, que j'ai présenté avocat Non, parce que j'ai dit Guillaume Prigent, donc je suis avec Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation, qui a écrit d'ailleurs, ah oui, figure de proue de l'éloquence, c'est vrai, à voix haute. Je l'avais vu, ce film. Formidable. L'éloquence, c'est très important. Alors, Bertrand Perrier, parlons de cela, ce côté un peu aussi, on en parlait hors antenne, que quand même les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, on sait très bien, c'est la langue de Zop, mais a apporté quelque chose, c'est-à-dire que le débat a quand même a pris beaucoup plus d'ampleur, et des gens qui n'avaient pas droit à la parole, parce qu'ils n'étaient pas soit spécialistes, soit etc., l'ont aujourd'hui, ce qui est quand même une bonne chose, non? Alors, c'est évidemment une bonne et une mauvaise chose à la fois. C'est une bonne chose parce qu'on avait l'impression d'un débat confisqué, et que, comme vous venez de le dire, pour avoir voix au chapitre, il fallait être journaliste, être politique, être professeur, être avocat, et que aujourd'hui, par la magie du réseau, il suffit d'avoir un compte, ce que tout le monde peut avoir. Donc l'idée d'un monopole du débat, voire d'une confiscation du débat, est moins forte depuis que tout un chacun peut avoir accès à l'ensemble des internautes via les réseaux sociaux. Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les voix se valent, parce que à cette hiérarchie de la légitimité qui existait avant, maintenant vous avez d'autres hiérarchies, vous avez la hiérarchie des followers. Plus vous avez de followers, et quelle que soit votre expertise, plus votre parole est crédible. Et donc c'est aussi une difficulté. Mais malgré tout, je trouve que le débat a globalement gagné aux réseaux sociaux. Évidemment, tout le monde peut donner son opinion. Alors après, il faut faire preuve d'esprit critique, il faut trier, mais globalement, cette idée d'un accaparement du débat a volé en éclats avec les réseaux sociaux. Il faut prendre ça, bien sûr, avec des pincettes, parce que toutes les paroles se valent un peu malgré tout. Et vous avez des fake news, et vous avez des gens qui sont de mauvaise foi, et vous avez les gens... Vous savez, c'est intéressant sur les réseaux sociaux, il y a eu sur la question de l'hystérisation des débats par les réseaux sociaux. Il y a une étude qui a été faite sur Weibo, qui est le Twitter chinois. Et on a révélé que les messages qui avaient le plus de viralité, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus likés, le plus relayés, donc les plus rentables pour le réseau, c'est ceux qui avaient en eux l'émoticône, le petit personnage colère. Et donc, plus il y a de la colère, mieux c'est sur un réseau social. Donc c'est vrai que ça attise aussi l'hystérisation du débat. Il y a l'hystérisation du débat, mais il y a aussi que quand il y avait le monopole de la parole chez certains organes, n'oubliez pas, et vous le savez, et Orwell existait bien avant Internet, c'est que on peut organiser cette hystérisation. On peut d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les États totalitaires, la propagande nazie, la propagande mussolinienne, tout ça c'est bien avant les réseaux sociaux, la propagande stalinienne et même Pol Pot, et bien ça y allait, du point de vue de l'hystérisation. Pour autant, il y a des réseaux sociaux et il y a encore des dictatures. Donc le réseau social n'empêche pas totalement cela, mais c'est vrai que ça a permis à tout un chacun d'avoir accès au débat pour le meilleur et pour le pire. Mais vous savez, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis que je trouve assez fascinante sur l'idée que le débat, c'est encore possible si on en crée les conditions. Ça s'appelle America in One Room. Pendant 4 jours, on a mis dans une université américaine, sur un campus, vous savez, là-bas, ils ont de la place, des gens qui n'avaient rien d'autre à faire. J'aime beaucoup cet accent nostalgique de votre part. Non, mais là-bas, il y a de la place. Bah oui, là-bas, il y a de la place. Et donc, mais nous aussi, on a des vrais campus. Mais bon, ils ont mis des centaines de gens qui n'avaient rien d'autre à faire que de débattre pendant 4 jours. On a recensé les points de désaccord au début, on a recensé les points de désaccord à l'arrivée. En 4 jours, ils ont débattu. Ils ont débattu avec des intermédiaires. Ils avaient la possibilité de consulter des experts pour intermédier leur débat. Au bout de 4 jours, sur les 29 points de désaccord du début, il en restait 4. C'est comme ça que ça marche, un débat. Ça, c'est un vrai débat constructif. Voilà, c'est un vrai débat constructif où on accepte, vous savez, un peu comme les galets au fond de l'eau qui se polissent l'un à l'autre au contact les uns des autres. Et ça, c'est beau. Et on peut encore le faire. Par exemple, je pense au débat qui s'est ouvert là cette semaine sur la fin de vie.
c'est un très beau débat. Ça peut faire un très beau débat. Parce qu'il y a quelque chose de philosophique sur l'humain, on n'est pas dans l'urgence d'une décision. Il y a sur la liberté de chacun de choisir, etc. Mais ça nous renvoie en plus à des fins définitives. Et ça, c'est très j'espère qu'on peut avoir un très beau débat là-dessus. Bah écoutez, je crois que ça tient aux responsables, à chacun d'entre nous, d'organiser ce débat de façon surtout. Vous savez, moi je dis toujours, je radote presque, je dis le réel frappe à la porte. Si on ferme portes et fenêtres, il enfoncera les portes quand même. Donc le débat doit servir aussi à faire sortir une vérité. Il y a des vérités. Il ne faut pas les occulter. Oui, et surtout, il ne faut pas penser que le débat, c'est quelque chose qui vaut en soi. Le débat, c'est pas un dialogue de salon. Le débat, c'est destiné à créer une décision, notamment politique. Et donc, cette décision sera de meilleure qualité si elle a été bien débattue. On le voit dans les lois. Vous avez des lois aujourd'hui qui sont faites à la va-vite. L'avocat que je suis le sait bien, dès qu'il y a un fait divers, on crée une loi. Et cette loi, elle est pas bien faite, elle est faite dans l'urgence et elle va être soit mal appliquée, soit censurée par le Conseil constitutionnel et à la fin, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc prenons peut-être le temps du débat, ça n'est jamais du temps perdu. Mais Bertrand Perrier, n'oubliez jamais qu'aussi c'est très très beau d'avoir des débats qui n'entraînent pas de décision. Moi je suis ravi quand j'assiste à un débat entre personnes de haute volée, en tout cas de bon sens et de haute volée. Il ne s'agit pas à la fin d'arriver à une décision, mais d'arriver peut-être à l'apparition, vous savez, d'une vérité que les gens n'ont pas vu ou entendu. Et c'est tellement important de dire, mais regardez, non pas si je vous ai convaincu ou pas, mais regardez, j'ai ressorti quelque chose qui n'apparaissait pas, qui était dans les alluvions, qui était sous terre, et elle apparaît. C'est ça aussi le débat. Mais c'est ça, et il y a une idée que j'aime bien, c'est la notion d'idée arrêtée. Vous savez, une idée arrêtée, c'est une idée qui s'est arrêtée. C'est une idée figée. Et Nietzsche dit, les convictions sont des prisons. Et aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde a des convictions. Restaurons le doute, restaurons l'idée de « et toi tu penses quoi ?» Et est-ce que je pourrais peut-être te rejoindre? Pas sur tout, mais peut-être sur quelque chose. Arrêtons de se figer, de se dire « non, non, on va pas débattre parce qu'on risque de se battre ». Mais non, c'est pas vrai. Justement, c'est par la parole qu'on peut refaire société. C'est pas un vœu de béni oui-oui. Et on le dit avec Guillaume, chacun de nos chapitres se termine par « et maintenant, que faire ?» Parce qu'on croit beaucoup qu'il y a un avenir du débat si on en recrée ces conditions-là, et notamment effectivement ce doute et en finir avec les idées arrêtées. Voilà, et c'est un débat sur le débat, et vous le savez, vous, au café, en famille et tout ça, débattez, c'est tellement important. Pardon, vous le dites André, au café, mais on a vu avec la crise des Gilets jaunes comment on avait besoin de trouver des lieux. On n'a plus de lieux de débat. L'Assemblée nationale n'est plus un lieu de débat. Le réseau social est un lieu de débat où on ne se connaît pas. Et donc on a vu, avec tous les errements aussi, mais les ronds-points... Vous parlez des bistrots, vous parlez de la disparition des bistrots, les ronds-points. Les bistrots, je parle bien sûr avec Guillaume de la question des bistrots. C'est essentiel, les bistrots. Et les ronds-points aussi ont montré, avec des extrêmes, bien sûr, il y a eu des choses terribles, mais on avait besoin de se reparler en vrai. Absolument, et de se reparler et d'échanger au vrai sens du terme, c'est très important. D'ailleurs, maintenant, on va parler, on va débattre, on va échanger. D'ailleurs, vous, Bertrand Perrier, avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, chers auditeurs, vous le savez, 13h40, c'est votre moment, on vous donne la parole. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Mais tout de suite, on accueille Guillaume de Blois. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Guillaume. Oui, bonjour monsieur Perrier. Bonjour. Joyeux anniversaire monsieur Berkoff. Ah oui, joyeux anniversaire André. Je me joins à Guillaume. Oui Guillaume, on vous écoute. Oui, donc je pense que je n'ai pas lu votre livre, monsieur Perrier. Vous le lirez. J'ai lu quand même le paragraphe d'accroche. Oui. Mais je pense que le véritable, c'est pas un véritable problème, enfin si. Mais allez-y. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'hystérisation, l'hystérie donc sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, donc le débat véritablement public soit un gros souci. Effectivement, donc il y a eu les ronds-points, donc puisqu'il n'y a plus de véritable lieu. Mais je trouve que la véritable problématique, c'est avec nos chers gouvernants, avec nos chers élus. Comme vous l'avez donc évoqué tout à l'heure, donc les gilets jaunes qui voulaient être reçus, ils ont été reçus une fois, pas deux, une fois. Et ensuite, après, ils ont reçu donc des LBD dans les yeux. Quand même 26 yeux crevés, c'est pas rien.
entre autres. Hein, voilà. Donc il y a les 49.3 à Tire-Larigot, 9 jusqu'à ce jour, si je ne me trompe pas. Le fameux grand débat donc de M. Macron. Les débats citoyens, rappelez-vous les débats citoyens. Oui, il y en a eu plusieurs. Hein. Oui. Alors là-dessus, donc le grand blabla donc de M. Macron qui s'est révélé être ça en réalité. Effectivement, les débats citoyens. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, mais qui ont fini donc pour moitié à la poubelle et pour l'autre moitié donc à la Bibliothèque nationale, qui sont en train de prendre la poussière. Ou vous voulez dire, attends, Guillaume, si je vous résume, vous voulez dire qu'en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de débat que avec les gouvernants, avec les princes qui nous gouvernent. Vous voulez dire le débat n'existe pas, quoi. N'existe tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais là-dessus, je termine là-dessus. Il y a aussi donc, il n'y a pas de débat non plus possible entre les hautes classes entre guillemets. J'en veux pour preuve donc le débat qui avait été organisé sur France 2, si je me souviens bien, donc entre une délégation des Gilets jaunes et puis donc des sous-ministres et ainsi qu'un hystérique Romain Goupil. Mais celui-là. Voilà, donc et là il n'y a pas eu donc côté Gilets jaunes ils étaient calmes. Certainement aussi. Non, vous voulez dire qu'il y a. Non, pour résumer, Guillaume, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs, on ne peut pas en parler trop longuement. Pour résumer, vous dites effectivement, il y a un problème de débat entre des gens qui viennent effectivement calmes contre hystériques, et puis entre effectivement le haut et le bas pour. Bertrand Perrier. C'est évidemment vrai. Il y a un problème de communication entre les gouvernants et les gouvernés. Pour moi, la principale revendication des Gilets jaunes, avant la revendication du prix de l'essence, etc., c'était une revendication d'être écouté. C'était une revendication de pouvoir participer à la décision. Malgré tout, nous avons une démocratie. Et c'est normal qu'on n'ait pas des référendums tout le temps. Mais la question du RIC. Pas du tout, en fait. Non, mais la question du RIC était une vraie question qui a été soulevée par les Gilets jaunes et qui me paraît légitime et pleinement légitime. Et d'ailleurs, on voit bien que pour éviter ce RIC, maintenant. Référendum d'initiative citoyenne, je rappelle. Maintenant, on fait ces conventions citoyennes. Alors, il y a la convention sur le climat, il y a la convention sur les vaccins, il y a la convention sur la fin de vie. C'est une sorte de façon de bypasser ou de court-circuiter, la représentation nationale, dont on sait confusément qu'elle est pas très légitime, pas très efficace pour recréer ce contact direct dont Guillaume parle avec le peuple. Mais là encore, la question du tirage au sort, c'est très intéressant. Est-ce que c'est bien de tirer au sort des gens que ça n'intéresse pas forcément, qui n'ont pas forcément de connaissances là-dessus? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième chose qui est en filigrane dans la très bonne question de Guillaume, c'est qu'une fois qu'on a consulté les gens, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que il dit à quel point le grand débat, c'est vrai, les archives départementales ont pris les livres de doléances et on n'a jamais pu les retrouver. Mais il y a différents. Il y a la convention sur le climat. Il y a eu une convention sur le climat et la moitié des propositions n'ont jamais été mises en œuvre. Donc effectivement, il y a l'idée d'une sorte de dupe, de débat en trompe-l'œil. Si on fait un débat juste pour calmer les gens et que après, en réalité, on n'écoute pas et on ne veut pas prendre de décision. Si on accepte de débattre avec quelqu'un, il y a un pacte quand même préalable, c'est que ce que tu dis a de l'importance pour moi. Bien sûr. Et on voit que ça, ce que tu dis, en fait, n'a aucune importance pour moi, d'où ce qui s'est passé. Lucien, qui a-t-on? Tout de suite la pub, mais après la pub, nous accueillerons Guy de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Vous êtes toujours dans le face-à-face d'André Bercoff avec Bertrand Perrier. Et vous avez la parole, chers auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, on accueille Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Perrier, bonjour Monsieur Bercoff. Je vous ai souhaité un bon anniversaire avec mon harmonica, Monsieur Bercoff. Vous vous écouterez si vous le pouvez. D'accord. Bon, le gros problème dans ce monde, et il n'est pas d'aujourd'hui, bien évidemment, il est depuis le début des temps, c'est l'ignorance. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte et en être conscient qu'on ne connaît pas tout.
Donc le principe, c'est d'écouter d'abord, de savoir qu'on est ignorant et d'écouter. Écouter, ça appelle au calme, ça appelle au bon discernement, ça appelle à la concertation. Et pas dans la précipitation. J'ai l'impression que ce monde se conduit comme une mouche ou comme un oiseau qui est prisonnier dans une pièce et qui se cogne à tous les murs en cherchant la sortie. Voilà. Exact. Donc, jolie image, Guy. Oui, oui, c'est la tempérance. Prendre le temps de réfléchir ensemble pour établir un projet à moyen terme. Parce qu'on n'établit que des projets à court terme, je m'en aperçois, d'accord? Et on pallie, alors ce pays, bien évidemment, a pallié en empruntant. Tous les présidents que nous avons eus pour calmer ce peuple, le satisfaire dans tous les domaines, une démagogie fallacieuse, a emprunté. Et voilà dans quel état nous sommes. Nous sommes pieds et poings liés aussi par cette dette pour pouvoir faire les bonnes choses. Donc ce peuple vit dans une incertitude, dans une inquiétude. Alors que s'il y avait du travail, le travail, ça amène une occupation, ça amène aussi de la quiétude. Voilà, et ça permet donc de mieux discerner. Voilà, entre autres. Ouais. Et c'est comme ça dans tous les domaines, que ce soit le nucléaire, le vaccin, tout. Voilà. Je suis vraiment sensible à ce que dit Guy pour deux raisons. La première, vous savez, c'est le fameux effet Dunning-Kruger. C'est qu'on est d'autant plus assertif dans sa position qu'en fait, on connaît pas le sujet. Et donc, avec évidemment les crises récentes, et notamment sanitaires, on a vu ça. Hein. Il y a ce mot que personne ne connaissait, qui est ultra-crépidarianisme, que maintenant tout le monde connaît, c'est-à-dire parler de ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui est à l'origine de ce que dit Guy et qui est très vrai, c'est l'irruption de la société du spectacle dans le débat. Aujourd'hui, il faut que le débat soit spectaculaire, qu'il se soumette aux règles quasiment du catch en fait. Il faut que ce soit un peu fake, pas trop, surtout que y ait des effets de manche, que on se choque, qu'on s'offusque, qu'on quitte la salle. On s'insulte voire même. Et qu'évidemment on s'insulte parce que sinon on n'a pas passé une bonne soirée. Et donc cette irruption du spectacle partout, alors que le débat, si vous voulez, c'est un sucre lent. Le spectacle, c'est un sucre rapide. Et on a besoin de sa petite friandise. Et on se dit, ah bon, on a vu un gros débat, hein, ça a mené à rien, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oui, c'est ça. Non, parce que ce qui compte dans ce cas-là, et malheureusement on voit beaucoup ça chez un certain nombre de médecins de plateau, de généraux de plateau et du reste, et de spécialistes de plateau. Et d'avocats de plateau. Et d'avocats de plateau, absolument. C'est, voilà, il s'est bien, là, il lui a bien envoyé, hein. Tu as vu comme il l'a mis en pièces, là. Mais on a l'impression, en fait, que les gens viennent voir comme un match exhibition. C'est-à-dire qu'on va voir les coups, peu importe le résultat, ça n'a pas beaucoup d'importance, il n'y a peut-être même pas de résultat, mais c'est un joli coup. Merci Guy. Lucien. Merci Guy. Et on continue avec Marie-Hélène de Perpignan. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, bon anniversaire à Monsieur Berkoff et bonjour à Monsieur Perrier. Bonjour. Donc je voulais moi attirer l'attention, ça rejoint un petit peu ce que disait la personne précédente, à savoir que en fait on n'est plus dans une époque de débat comme l'était par exemple le début du XXe siècle ou la fin du XIXe, mais plus particulièrement dans un siècle de communication. Et en fait dans la communication, ce qui est important, c'est le message qu'on veut voir aboutir et non pas le fait d'écouter autrui. Et sans écoute, il n'y a pas de débat. Et en plus, on peut rajouter aussi un autre aspect qui me semble prépondérant, c'est le fait que la langue n'est plus correctement parlée. Les mots n'ont plus le sens qu'ils ont. On leur fait dire des choses. Et factuellement, c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui n'a pas le langage approprié ou qui comprend de travers. Oui, ça c'est, vous posez vraiment la question, alors à tel point du sens des mots. Que effectivement, d'abord c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher parce que voilà, j'aime la prise de parole en public, j'aime la langue française. Vous savez que dans la langue française, il y a 60 000 mots et on en utilise environ 10%, ce qui est quand même pas beaucoup. J'ai fait des études de lettres, je comprends parfaitement. Voilà, donc c'est vraiment très important et on consacre avec Guillaume Prigent un chapitre entier à cette question du mésusage des mots. Comment voulez-vous débattre si on n'est pas d'accord sur la langue? Et on utilise l'expression de ce qu'on appelle les mots taser. C'est les mots qui sont censés finir un débat. Quand vous avez qualifié quelqu'un d'islamo-gauchiste, de woke, de facho, le débat s'arrête. Vous l'avez l'avez mis dans une case et c'est fini. Et donc, par cet usage de ce qu'on appelle donc le mot taser, vous l'avez exécuté. Et
alors que ce mot ne veut peut-être rien dire, mais voilà, l'utilisation, le mésusage des mots est terrible pour le débat. Oui, mais alors je comprends pas, parce que là, c'est tout le temps comme ça, chacun traite tout. Vous savez, c'était Staline qui disait, vous savez, il y a une manière d'arrêter les discussions si vous avez quelqu'un qui vous embête avec une discussion. Traitez-le de facho, il va passer une demi-heure à essayer de s'en défendre. Mais pourquoi ne répond-on pas par la merveilleuse phrase de Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Mais parce que, encore une fois, les gens aiment ça. Ils regardent le débat comme un spectacle. Et donc, s'il y a eu un joli coup, quelqu'un est à terre et on est content. Alors qu'en réalité, on devrait se désoler de la personne qui est à terre. Oui, Marie-Hélène ? Oui, allez-y. En fait, c'est le principe de la communication. Et la communication, plutôt d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'arriver à faire passer son message. Et l'autre n'a aucun intérêt, si ce n'est celui de recevoir. Ce qui fait que, Marie-Hélène, je suis d'accord avec vous, en fait, nous avons des dialogues de sourds entre personnes qui font des monologues juxtaposés et qui refusent d'adapter leur message à ce qu'on vient de leur dire et qui sont là pour tracer un sillon tout droit et qui n'acceptent pas les chemins de traverse qui sont pourtant féconds, parce que si on est sur une route toute droite, elle peut nous mener que là où on voulait aller et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors si je vous rends bien, Bertrand Perrier, en fait, vous dites que le faux débat, et pourtant ce faux débat est absolument prégnant un peu partout dans les médias et partout, c'est qu'on pratique une joute d'onanisme verbal et on se retourne vers l'animateur, on dit « l'ai-je bien descendu ?» Oui, mais souvent, d'ailleurs, vous le voyez même physiquement dans le langage du corps qui est si important aussi, c'est que en réalité, vous avez deux débatteurs qui sont l'un contre l'autre et en réalité, à qui parle-t-il? Au tiers. Et effectivement, l'ai-je bien descendu? Et puis, il y a le règne de la punchline. Ça, c'est quand même lié évidemment aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle pour être repris par un réseau social et donc pour être soluble dans les formats des réseaux sociaux. Or, la pensée un peu fine, ce que Jean Biendebaune appelle le courage de la nuance. Aujourd'hui, pour avoir de la nuance, il faut être courageux. C'est beaucoup plus facile de faire une caricature que de faire un dessin. Avec la pensée, c'est pareil. C'est beaucoup plus facile d'être dans la pensée monolithique, brutale, que d'être dans la nuance. Il faut 3 secondes pour dire une idée brutale, il faut 3 minutes pour avoir une idée nuancée. Eh bien, aujourd'hui, quand on n'a pas les 3 minutes, eh bien, c'est la brutalité qui l'emporte. Eh bien, écoutez, en tout cas, aujourd'hui, c'est marqué, j'espère que c'est plutôt l'intelligence qui l'a emporté avec Bertrand Perrier et son acolyte hologrammé, Guillaume Prigent, mais qui est avec nous aussi. Et ce très, très, très joli livre, vraiment que je recommande encore une fois, débattre comment nous reparler. Et il faut reparler, les Français reparlent aux Français, aux éditions Flammarion. Merci. Merci à tous les auditeurs. C'était le face-à-face d'André Berkoff avec l'avocat Bertrand Perrier pour son livre Débattre aux éditions Flammarion, coécrit avec Guillaume Prigent. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie.